La glace de dioxyde de carbone présente un comportement beaucoup plus instable que la glace d'eau, passant directement de l'état solide à l'état gazeux, à des températures considérablement plus basses. Si les couches superficielles d'une comète sont riches en ce composé, le dégagement de gaz peut commencer très tôt, dès que l'objet pénètre dans des régions légèrement plus chaudes de l'héliosphère, bien avant tout rapprochement avec le Soleil. Ce détail explique pourquoi 3I Atlas paraissait relativement brillante au moment de sa découverte, même si elle se trouvait à plus de 4 unités astronomiques. Elle était déjà active, éjectant de la matière dans l'espace. En revanche, lorsqu'elle était encore plus éloignée, dans un environnement extrêmement froid et inerte, elle était tout simplement invisible. C'est pourquoi il n'existe aucune image antérieure. La comète était, en pratique, invisible. Cependant, ce manque de données ne doit pas mettre fin à l'enquête. Il serait nécessaire d'explorer les archives de grands relevés astronomiques, tels que ceux d'Atlas, de Pan-STARRS, de ZTF et d'autres projets ayant observé cette région spécifique du ciel. La recherche devrait se concentrer sur les signaux extrêmement faibles, les objets se déplaçant lentement qui, à l'époque, étaient considérés comme du bruit instrumental ou de faux positifs. Grâce à des algorithmes modernes, spécialement entraînés à identifier des motifs compatibles avec des objets interstellaires, il est possible que de nouvelles informations émergent de ces archives. C'est une tâche minutieuse et technique, nécessitant l'accès à des bases de données qui ne sont pas toujours publiques et une importante capacité de calcul. Néanmoins, elle n'est pas hors de portée. L'histoire de l'astronomie elle-même montre que des découvertes de ce genre ont déjà eu lieu. Des scientifiques amateurs et des astronomes passionnés, souvent armés seulement de curiosité, de persévérance et d'un ordinateur personnel, ont retrouvé des images de comètes et d'astéroïdes antérieures à leur découverte, passées inaperçues des équipes professionnelles. Rien ne permet de penser que cela ne puisse pas se reproduire. 3I. Atlas est peut-être enfoui dans des archives oubliées, attendant d'être identifiées. Chaque nouvelle image repérée, chaque nuit d'observation rétrospective supplémentaire, nous permet d'affiner son orbite avec une plus grande précision. Cela nous rapproche de la reconstitution de sa position en 2012 et, par conséquent, de la réponse à la question cruciale: a-t-il croisé la trajectoire de Voyager? Cette recherche d'images antérieures n'est pas un simple exercice académique. Elle s'apparente davantage à une chasse au trésor scientifique dont la récompense ultime est la vérité. De là découle une autre question troublante. Sa trajectoire a-t-elle subi une perturbation significative? Un élément extérieur aurait-il pu dévier 3I Atlas vers le système solaire interne? Techniquement, 3I Atlas suit une orbite hyperbolique. Autrement dit, elle n'est pas liée gravitationnellement au Soleil. Provenant d'ailleurs, elle poursuivra son voyage au loin après son passage, sans jamais revenir. Son excentricité orbitale est supérieure à un signe évident, en mécanique céleste, d'une origine interstellaire. Elle se déplace trop vite pour être capturée par la gravité solaire. Elle passera au périhélie, puis sera éjectée dans l'immensité de la galaxie. Ce type de trajectoire est extrêmement rare. La plupart des comètes du système solaire restent piégées sur des orbites fermées, revenant sans cesse jusqu'à ce qu'elles perdent leurs éléments volatiles et deviennent des corps inactifs. Les comètes interstellaires, en revanche, racontent une toute autre histoire. Ce sont des voyageurs errants, des fragments de systèmes stellaires lointains, éjectés par de violentes interactions gravitationnelles et condamnés à parcourir l'espace pendant des millions, voire des milliards d'années. Cependant, 3I Atlas présente une particularité supplémentaire. Son orbite est non seulement ouverte, mais aussi exceptionnellement extrême. La vitesse de la comète dépasse les 60 km/s par rapport au Soleil, une valeur élevée même pour les objets interstellaires. Les objets éjectés d'autres systèmes n'atteignent généralement pas de telle vitesse sans une impulsion considérable. D'où provient donc toute cette énergie? L'explication classique suggère une éjection gravitationnelle au sein de son système d'origine, peut-être provoquée par une planète géante, semblable à Jupiter, qui l'aurait propulsée avec une force suffisante pour lui permettre d'échapper à son étoile. Pendant des éons, elle aurait erré dans l'espace interstellaire jusqu'à croiser notre orbite. Cependant, cette hypothèse n'explique pas entièrement sa géométrie orbitale, son angle d'approche, son inclinaison, ni le vecteur précis de sa vitesse. L'analyse conjointe de ces éléments révèle une histoire plus complexe. Peut-être la comète n'était-elle pas un simple corps errant?
Peut-être sa trajectoire a-t-elle été modifiée. Mais qu'est-ce qui pourrait perturber un objet errant parmi les étoiles? Il nous faut élargir notre perspective. La galaxie est loin d'être un vide absolu. Elle contient du gaz diffus, de la poussière, des champs magnétiques et des rayonnements. En général, ces influences gainées sont minimes, car l'espace est extrêmement raréfié. Un corps de la taille d'une ville ne ressentirait pratiquement aucune résistance. Il existe néanmoins des régions plus denses. Les nuages moléculaires, par exemple, sont de vastes concentrations froides de gaz et de poussière, berceaux des futures étoiles. Si une comète traversait l'une de ces régions, la résistance de l'air, bien que subtile, pourrait modifier lentement sa trajectoire. Sur des millions d'années, de petites modifications s'accumulent. Il en va de même pour le champ magnétique galactique. Bien que faible, il imprègne la galaxie comme une toile invisible. Les particules chargées, telles que celles présentes dans la queue de plasma d'une comète, interagissent avec ces champs. Le passage à travers une région magnétiquement active pourrait exercer une force supplémentaire, discrète mais suffisante pour modifier légèrement la trajectoire de l'objet. Un décalage de quelques degrés seulement aurait pu suffire à dévier 3I Atlas vers le système solaire au lieu de la laisser passer. Il existe aussi la possibilité d'événements bien plus violents. Les supernovae, par exemple, libèrent des ondes de choc qui traversent l'espace à des vitesses colossales. Si une explosion stellaire s'était produite relativement près de sa trajectoire, l'impact de cette onde aurait pu accélérer la comète et modifier radicalement sa trajectoire, à la manière d'un choc cosmique. Une autre hypothèse évoque les rencontres stellaires. Les étoiles ne sont pas fixes, elles orbitent toutes autour du centre galactique. Sur des milliards d'années, des passages rapprochés se produisent occasionnellement. Si une étoile est passée relativement près de la trajectoire de 3I Atlas, sa gravité aurait pu perturber son orbite. Ces rencontres sont rares, mais leurs effets, lorsqu'elles se produisent, peuvent être profonds et durables. Il est désormais possible d'établir un lien direct avec Voyager. Si 3I Atlas a subi une perturbation lors de son voyage à travers l'espace interstellaire, cet événement pourrait ne pas s'être produit dans un passé lointain, mais relativement récemment à l'échelle cosmique. Il y a peut-être quelques millions d'années, voire quelques milliers. Si ce changement de trajectoire a eu lieu près de notre système solaire, l'héliopause elle-même pourrait avoir joué un rôle déterminant. L'héliopause n'est pas une simple ligne imaginaire. C'est une région dynamique et instable, une véritable zone de choc où le vent solaire, se déplaçant à des vitesses supersoniques, entre en collision avec le milieu interstellaire et ralentit brutalement. Cette rencontre engendre des turbulences, des ondes de pression et des épisodes de reconnexion magnétique. Une comète traversant cette région aurait pu être littéralement secouée par cet environnement chaotique. Sa trajectoire aurait pu subir une légère déviation, ou plus important encore, son activité interne aurait pu être activée. Le passage du froid extrême et du calme de l'espace interstellaire à l'environnement plus énergétique de l'héliosphère a peut-être suffi à le réveiller. Ce choc thermique et magnétique aurait pu fracturer sa croûte superficielle, déclencher la sublimation de composés volatiles et transformer un corps sombre et invisible en une comète soudainement brillante et active. C'est à ce moment précis que le récit devient véritablement fascinant. Si cette activation s'est produite à proximité de l'héliopause, Voyager 1 aurait pu se trouver à proximité au moment précis. La sonde est positionnée exactement à cette limite, surveillant en permanence les champs magnétiques, la densité du plasma et le flux de particules énergétiques. Bien que Voyager ne dispose pas d'instruments optiques adaptés à ce type d'observation directe, elle aurait pu percevoir indirectement le passage de la comète. Son magnétomètre aurait pu enregistrer des perturbations du champ magnétique local. L'instrument de mesure des ondes de plasma aurait pu détecter le gaz ionisé libéré par la coma. Le détecteur de rayons cosmiques aurait pu identifier les particules chargées associées à cet événement. Si l'entrée de la comète a provoqué une perturbation localisée à l'héliopause, Voyager a peut-être enregistré un signal transitoire, un pic, une anomalie, quelque chose qui a été interprété à l'époque comme une simple turbulence aux frontières de l'atmosphère. Mais il se peut aussi que ce ne soit pas tout. Il se peut qu'il s'agisse d'une comète qui se réveillait, franchissant le seuil du système solaire et connaissant une soudaine poussée d'activité. La composition de 3I Atlas renforce cette hypothèse. Les analyses spectroscopiques indiquent qu'elle est nettement plus riche en dioxyde de carbone qu'en eau, une configuration inhabituelle pour une comète typique du système solaire.
Cette signature chimique suggère que ces couches externes ont été intensément altérées par les rayons cosmiques galactiques, des particules extrêmement énergétiques qui bombardent les objets errants dans l'espace interstellaire pendant de longues périodes. Sur des millions, voire des milliards d'années, ce bombardement peut profondément modifier la chimie de surface d'une comète, décomposant les molécules de glace d'eau et les composés organiques plus complexes, tout en favorisant l'accumulation de dioxyde de carbone et d'autres composés volatiles stables. C'est le signe d'un vieillissement extrême, la marque d'un objet qui a passé des millénaires plongé dans les radiations, figé, silencieux et inactif. Lorsqu'une comète ayant une telle histoire pénètre dans le système solaire et commence à se réchauffer, la réaction peut être violente. Les couches externes, chargées de composés volatiles, se subliment rapidement, produisant une coma intense et libérant d'importantes quantités de gaz. Le processus s'apparente à l'allumage d'une mèche longue et soigneusement préparée. Des années, voire des milliards d'années, d'exposition au rayonnement galactique rendent la comète prête à réagir de manière explosive dès qu'elle rencontre une chaleur suffisante. Cela pourrait expliquer l'activité apparente de 3I Atlas au moment de sa découverte. Il ne s'agirait pas d'une simple comète, mais d'un objet extrêmement sensible, préparé par son long voyage interstellaire à réagir brusquement. Et si le passage de l'héliopause avait été l'élément déclencheur? Et si l'entrée dans l'héliosphère avait été l'événement qui l'avait réveillé? Dans ce scénario, l'événement aurait été spectaculaire, une libération soudaine de gaz, une augmentation rapide de la luminosité, une apparition inattendue dans les relevés astronomiques. Avant cela, nous n'avions pas remarqué son existence. Après, il est devenu impossible de l'ignorer. Et si Voyager était présente au moment précis de cette activation, elle a peut-être enregistré une signature, un détail, un indice, qui est passé inaperçu pendant plus d'une décennie. Cette hypothèse n'est pas encore prouvée. Elle relève toujours de la spéculation éclairée, mais elle est cohérente avec les données disponibles. Elle établit un lien entre l'orbite fortement hyperbolique, la composition chimique inhabituelle, la détection tardive et même les anomalies enregistrées par Voyager en 2012. Plus encore, elle soulève une question encore plus importante. Combien d'autres objets interstellaires ont franchi l'héliopause, ont été activés par ce milieu, puis ont disparu avant que nous ayons eu la chance de les détecter? Peut-être que 3I Atlas n'est pas une exception, mais un exemple représentatif d'un phénomène plus courant qu'on ne l'imagine. Si cela s'avère exact, les événements enregistrés par Voyager ne seraient pas un accident isolé, mais un aperçu d'un environnement cosmique bien plus dynamique, turbulent et surprenant que nous ne le pensions. La question centrale demeure donc, qu'est-ce qui a précisément propulsé 3I Atlas vers le système solaire interne? Et cette impulsion s'est-elle produite suffisamment près et assez récemment pour que Voyager puisse la détecter? Après tout, les comètes ne suivent pas des trajectoires parfaitement prévisibles. Si tel était le cas, l'astronomie serait une science triviale. Ce sont des corps complexes et fragiles, formés d'agrégats de glace et de poussière, maintenus ensemble par une gravité minimale. Lorsqu'elles s'approchent du Soleil, leur glace se sublime directement de l'état solide à l'état gazeux. Ce gaz s'échappe de la surface, entraînant avec lui la poussière et formant la coma et la queue, éléments qui rendent les comètes si spectaculaires. Mais ce processus ne se limite pas à un simple spectacle visuel. Il génère une poussée. Chaque jet de gaz agit comme un petit moteur, transformant la comète en une sorte de fusée naturelle. Cet effet, appelé accélération non gravitationnelle, est un phénomène bien établi. Les astronomes intègrent ces forces dans leurs modèles orbitaux, mesurant les écarts par rapport aux trajectoires purement gravitationnelles et ajustant leurs calculs en fonction du taux de dégazage. Pour les comètes de notre système solaire, ce comportement est relativement bien compris. Nous les observons depuis des siècles. Cependant, lorsqu'il s'agit d'objets interstellaires, la situation est tout autre. À ce jour, nous n'en avons détecté que 3. Oumuamua, Borisov et 3I Atlas. Chacun d'eux a présenté des défis uniques. Oumuamua, le premier, fut le plus controversé. Sa trajectoire montrait une accélération non gravitationnelle significative, mais aucune coma n'a été détectée. Aucun signe évident de dégazage n'a été observé. Ceci a donné lieu à une série d'hypothèses. Jets invisibles, compositions exotiques comme de la glace d'hydrogène, fragments planétaires et même des suggestions plus audacieuses,
par la suite abandonnée. Le simple fait que de telles idées aient été envisagées témoigne du caractère énigmatique de son comportement. Borisov, en revanche, présentait des caractéristiques plus familières. Il possédait une coma, a libéré des gaz et son accélération non gravitationnelle se situait dans la plage attendue pour une comète conventionnelle. 3I. Atlas, quant à lui, reste à l'étude. Son orbite préliminaire est fortement hyperbolique. L'évolution de sa courbe de lumière et de sa coma est suivie de près. Sa composition riche en dioxyde de carbone suggère une longue histoire interstellaire. Les astronomes surveillent de près tout signe d'accélération non gravitationnelle anormale. Si Atlas 3I présente des écarts importants qui ne peuvent s'expliquer uniquement par le dégazage, cela indiquera l'implication de processus plus complexes. C'est précisément là que l'hypothèse liée à Voyager 1 prend tout son sens. L'accélération non gravitationnelle est précisément le facteur qui rend la reconstitution du passé d'A3 Atlas si difficile. Pour déterminer où se trouvait cet objet il y a des années, il ne suffit pas d'inverser les équations du mouvement régi par la gravité. Il est essentiel de prendre en compte les effets du dégazage. Or, ce processus est loin d'être prévisible. Il dépend de la rotation de la comète, de la texture et de la composition de sa surface, de la distribution interne de la glace et de la poussière, ainsi que de la quantité de rayonnement solaire reçu à chaque étape de sa trajectoire. Tous ces paramètres évoluent au fil du temps. Par conséquent, lorsqu'on tente de retracer la trajectoire de la comète il y a 13 ans, on n'obtient pas de réponse unique et définitive. Il en résulte un ensemble de solutions possibles, limitées par les incertitudes liées à l'accélération non gravitationnelle. Si cet effet était faible et relativement stable, l'orbite de la comète était principalement déterminée par la gravité, permettant des estimations rétrospectives raisonnablement fiables. En revanche, si l'accélération était intense, irrégulière ou asymétrique, les prédictions deviennent rapidement fragiles. Dans ce cas, la comète aurait pu occuper pratiquement n'importe quelle position, avec une marge d'incertitude considérable. C'est là que réside le nœud du problème. Si l'activité d'A3 Atlas est atypique, alimentée par une croûte enrichie en dioxyde de carbone, et profondément modifiée par les rayons cosmiques tout au long de son voyage interstellaire, alors son accélération non gravitationnelle pourrait échapper au modèle conventionnel. Les jets de gaz pourraient être plus vigoureux, erratiques ou orientés dans des directions inattendues. La poussée pourrait varier à mesure que de nouvelles couches du noyau sont exposées, libérant différents composés volatiles à des rythmes différents. Il en résulterait une trajectoire instable, marquée par des déviations imprévisibles par rapport à la trajectoire purement gravitationnelle. Si cela s'avère exact, tout calcul orbital ignorant ces effets ou supposant un comportement cométaire standard sera, à tout le moins, incomplet, voire totalement erroné. Autrement dit, en estimant la position d'A3 Atlas en 2012, les scientifiques pourraient se tromper de plusieurs dizaines de millions de kilomètres. Une telle différence suffit à transformer un survol lointain de Voyager en un passage rapproché, et inversement. Que révèlent les données actuelles? À ce jour, aucune étude évaluée par des pairs n'a confirmé l'existence d'une accélération non gravitationnelle anormale dans A3 Atlas. Son comportement observé jusqu'à présent semble cohérent avec les lois de la physique cométaire connues. Libération de gaz, émission de poussière et formation d'une coma brillante. Cependant, la période d'observation reste courte, ne couvrant que quelques mois. Les effets de l'accélération non gravitationnelle deviennent plus évidents sur de plus longues périodes, à mesure que la comète traverse différentes régions de son orbite et que les profils de sublimation évoluent. Il est tout à fait possible que de futures observations révèlent des écarts inattendus ou un comportement inhabituel. Il est également possible que cela ne se produise jamais et que l'Atlas A3 se comporte exactement comme prévu, avec une accélération faible et régulière, permettant une reconstruction rétrospective relativement simple. Tant que cette question n'est pas résolue, l'incertitude persiste, et l'incertitude est le pire ennemi de la précision. Pour mieux comprendre ce dilemme, prenons l'exemple suivant. En 2012, la sonde A3 Atlas traverse l'héliopause, encore froide et inactive, sans signe évident de dégazage. Sa trajectoire est alors principalement déterminée par la gravité du Soleil et sa vitesse d'entrée. Puis un événement survient. L'environnement turbulent de l'héliopause provoque les premiers signes d'activité. Une fissure s'ouvre dans la croûte
et un petit jet de gaz se forme. Initialement faible, il suffit néanmoins à générer une impulsion mesurable. La trajectoire de la comète subit un léger changement. Ce n'est pas spectaculaire, peut-être seulement quelques degrés cumulés sur plusieurs semaines, mais suffisant pour modifier sensiblement sa position future. Voyager, positionné précisément à cette limite, détecte des perturbations dans le plasma et le champ magnétique associés à cet événement initial. Les instruments enregistrent des pics, les données sont stockées, puis l'activité cesse, la croûte se solidifie à nouveau, la comète retrouve son état dormant et poursuit sa route vers le système solaire interne, suivant désormais une trajectoire légèrement modifiée. En 2025, les astronomes détectent enfin la comète. Ils calculent son orbite et effectuent une rétropropagation en supposant un mouvement principalement gravitationnel. Sur la base de ces calculs, ils concluent qu'en 2012, la comète était très éloignée de voyager. Les éléments ne concordent pas et l'affaire semble close. Mais cette conclusion serait erronée, car elle néglige cette brève accélération non gravitationnelle survenue à l'héliopause, une impulsion faible mais décisive, capable de rapprocher la comète de la sonde avant de la repousser. Ce scénario est certes spéculatif, mais il illustre clairement le problème fondamental. Nous tentons de reconstituer un événement passé avec des informations incomplètes. Nous ignorons dans quel état se trouvait l'Atlas A3 en 2012, actif, totalement inactif ou dans un état intermédiaire. Nous ignorons comment son accélération non gravitationnelle a évolué au fil du temps. Nous ne disposons que d'un aperçu limité de l'année 2025 et d'une série d'hypothèses. Si nous voulons progresser vers la vérité, il nous faudra élargir notre base de données. Nous avons besoin de davantage d'observations, d'une orbite plus longue, de modèles physiques plus précis, et peut-être de réexaminer les enregistrements de Voyager de 2012 à la recherche de signaux passés inaperçus, car si A3 Atlas oscillait, si sa trajectoire était modifiée par des effets non gravitationnels, alors le moment précis de son passage à l'héliopause pourrait différer de ce que nous imaginons. Il a pu se produire plus tôt, plus tard, ou au moment exact, suffisamment près pour que Voyager puisse percevoir et enregistrer un phénomène que nous commençons seulement à interpréter. Le débat sur l'accélération non gravitationnelle n'est pas un détail technique mineur. Il est la clé de la reconstitution du passé. Et le passé, comme toujours, détient les réponses les plus importantes. Il existe aussi une idée simple, presque évidente une fois formulée, mais rarement explorée en profondeur. Considérer l'héliosphère comme un vaste réseau de capteurs. Le système solaire est parsemé de sondes spatiales, non pas de manière homogène, bien sûr, l'espace étant immense, mais en nombre suffisant pour former un maillage d'observation. Voyager 1 et 2 surveillent l'héliopause. New Horizons explore les régions extérieures, au-delà de la ceinture de Kuiper. Ibex orbite autour de la Terre, cartographiant en continu la frontière entre le vent solaire et le milieu interstellaire. La réponse ne réside peut-être pas dans un seul instrument, mais dans la somme silencieuse de tous. La sonde solaire. Parker évolue dangereusement près du Soleil sur ses orbites extrêmes. Parallèlement, plusieurs orbiteurs sont en activité autour de Mars, ainsi que des missions autour de Jupiter et de Saturne. Tous ces engins spatiaux embarquent des instruments similaires, magnétomètres, capteurs de plasma, détecteurs de rayons cosmiques et compteurs de poussière. Chacun collecte en continu des données, enregistrant les variations les plus subtiles de l'environnement spatial. Imaginons maintenant considérer cet ensemble non pas comme des missions indépendantes, mais comme les éléments d'un système intégré unique, un réseau distribué de capteurs répartis dans l'héliosphère. Un véritable système d'alerte précoce cosmique. Dans cette optique, il serait possible d'identifier des événements transitoires, tels que le passage d'un objet interstellaire grâce à la corrélation croisée des données enregistrées en différents points de l'espace. Cette approche est logique, car l'espace n'est pas compartimenté, mais interconnecté. Un objet de grande taille traversant l'héliosphère n'affecte pas seulement la région immédiate qui l'entoure. Il génère des perturbations qui se propagent, telles que des variations du champ magnétique, des ondes dans le plasma et des flux de particules chargées. Ces perturbations se propagent avec le vent solaire ou à la vitesse d'Alfvén, qui détermine la vitesse de propagation des ondes magnétiques dans le plasma. Si une comète interstellaire traversait l'héliopause, elle provoquerait une série de perturbations détectables par des sondes spatiales situées à des dizaines, voire des centaines de millions de kilomètres de distance. Bien entendu,
Toutes ne détecteraient pas l'événement, car cela dépendrait de la géométrie du système, de la direction du vent solaire et de la configuration locale du champ magnétique. Néanmoins, certaines sondes percevraient certainement des signaux indirects. S'il était possible d'aligner temporellement ces enregistrements, en corrigeant les données des délais de propagation de la lumière et des vitesses de propagation des perturbations, nous pourrions démontrer que plusieurs engins spatiaux ont détecté des anomalies liées à un même événement physique. Ceci apporterait la preuve d'un phénomène réel et cohérent, et non d'un simple bruit statistique ou de défaillance instrumentale. Des expériences similaires ont déjà été réalisées, quoique de façon limitée. Lorsqu'une éjection de masse coronale est émise par le Soleil, plusieurs sondes la détectent lors de sa traversée du système solaire. Lorsque le vent solaire rencontre une zone de choc ou une structure dense, des missions comme IBEX la cartographient, tandis que les sondes voyagées la mesurent directement. Il s'agit toutefois d'exemples d'observations coordonnées de phénomènes déjà connus. Ce qui n'a pas encore été fait de manière systématique, c'est de réexaminer des décennies de données archivées provenant de multiples missions afin d'y déceler d'inattendues coïncidences. Personne ne s'est demandé, par exemple, si Voyager 1, IBEX et New Horizons ont enregistré des anomalies simultanées en août 2012, ni si la sonde solaire Parker a détecté un phénomène inhabituel lors de l'approche de 3I Atlas, en conjonction avec les signaux observés par les orbiteurs martiens ou les missions dans la ceinture d'astéroïdes. Il est possible, voire probable, que de telles anomalies existent, dissimulées au sein d'immenses volumes de données, attendant d'être identifiées. Les trouver exige cependant des efforts considérables. Il faut accéder à des fichiers répartis entre différentes institutions, stockés dans des formats variés et documentés de manière inégale. Cela requiert une synchronisation temporelle précise, la correction des écarts instrumentaux et un ajustement fin des références temporelles. D'un point de vue logistique, c'est un défi de taille. Néanmoins, il n'est pas hors de portée. Imaginons ce que nous pourrions raisonnablement observer si 3I Atlas avait effectivement traversé l'héliosphère en 2012. Dans la région de l'héliopause, Voyager 1 aurait pu détecter des signes directs du passage d'une comète, des pics dans le champ magnétique, une augmentation de la densité du plasma et peut-être des fluctuations du niveau des rayons cosmiques. Mais l'histoire ne s'arrêterait pas là. La comète poursuivrait son voyage vers le système solaire interne, laissant derrière elle une longue queue magnétique, une vaste région où les lignes de champ magnétique resteraient perturbées. Cette structure pourrait s'étendre sur des millions de kilomètres. Si un autre engin spatial, tel qu'IBEX, traversait cette région par hasard, il enregistrerait également une anomalie. Le signal serait plus faible que celui détecté par Voyager, mais néanmoins perceptible. Une déviation transitoire, un phénomène s'écartant du régime habituel du vent solaire. De même, si l'activité de la comète provoquait un important dégagement de particules chargées, ces particules seraient transportées par le vent solaire et atteindraient d'autres sondes. La sonde Parker, plus proche du Soleil, pourrait les détecter des jours ou des semaines plus tard, selon la vitesse du vent. New Horizons, situé beaucoup plus loin, pourrait enregistrer le même événement des mois plus tard. En corrélant ces enregistrements dans le temps et l'espace, et en tenant compte des délais de propagation, il serait possible de trianguler l'origine commune de ces anomalies. Ceci nous permettrait de démontrer que tous ces signaux ont la même cause, le passage d'un objet interstellaire à travers l'héliosphère. Si cette approche n'a pas encore été largement explorée, c'est en partie parce que peu de chercheurs ont songé à rechercher quelque chose de similaire. Les données d'héliophysique sont traditionnellement analysées pour étudier le vent solaire, et non pour identifier des visiteurs interstellaires. Un chercheur qui s'intéresse à la structure de l'héliopause étudie le plasma, la reconnexion magnétique et la turbulence. Les anomalies sont interprétées dans ce contexte, effet de bord, variation naturelle ou bruit instrumental. Ce n'est qu'aujourd'hui, avec la découverte de l'Atlas 3I, qu'il est opportun de réévaluer ces données sous un nouvel angle. L'idée reste néanmoins audacieuse. Nombre de scientifiques affirment que les coïncidences temporelles ne sont que de simples coïncidences. L'espace est intrinsèquement chaotique et des événements étranges s'y produisent constamment. Corrélation n'implique pas causalité. Il s'agit néanmoins d'un point de départ, d'une hypothèse vérifiable. Si les corrélations sont suffisamment fortes, si la synchronicité est précise et si la géométrie spatiale est cohérente, alors nous sommes peut-être face à quelque chose d'important. Pour visualiser ce phénomène, prenons un exemple concret.
Supposons que Voyager 1 enregistre un pic du champ magnétique le 15 août 2012 durant quelques heures. Au même moment, Ibex, en orbite autour de la Terre, détecte une lueur transitoire d'atomes neutres énergétiques, émergeant dans une direction alignée avec la position de Voyager. Quelques jours plus tard, une autre sonde enregistre une bouffée de protons énergétiques dont le temps d'arrivée suggère une origine dans la région de l'héliopause. Prise isolément, aucune de ces observations ne prouverait quoi que ce soit. Mais, analysées ensemble, elles formeraient un schéma cohérent. Un événement s'est produit à l'héliopause à cette date. Cet événement a généré des perturbations magnétiques, des particules énergétiques et des signaux qui se sont propagés à la fois vers l'extérieur et vers l'intérieur du système solaire, et ont été captés par plusieurs sondes spatiales à différents moments. La question finale demeure donc ouverte. Quel type d'événement pourrait produire un effet d'une telle ampleur? Une simple oscillation de la frontière ou le passage silencieux d'un visiteur venu d'une autre étoile?